Donc, nous sommes, comme vous le savez, au 16e congrès des Gypsies que nous organisons. Mais là, nous allons faire un saut beaucoup plus loin, puisqu'on va parler d'immortalité avec un grand immortel que je vais appeler ici, qui est Erik Orsenna. Erik Orsenna est connu de tout le monde par la littérature qu'il a produite. Mais ce que j'ai découvert, finalement, je le connais comme ami aussi et comme écrivain, j'ai découvert qu'en fait, son vrai nom, c'est pas Orsenna, c'est Arnoux. Et il a écrit sous le nom d'Arnoux avant d'écrire sous le nom d'Orsenna. Comme vous vous rappelez, ce matin, nous avons parlé des hétéronymies de Jan Pessoa, qui a publié sous plusieurs noms, et d'ailleurs, ça tombe à Jan Pessoa. Il est de face lui-même, mais il est latéralement et derrière les autres grands écrivains sur lesquels il écrivait, qui souvent d'ailleurs se combattaient l'un l'autre. Ici, ce n'est pas l'hétéronymie et ce n'est pas une opposition entre Arnoux et Orsenna, mais un retour aux sources, puisque je viens d'apprendre, Erik Orsenna, que vous êtes maintenant nommé président de la maison de Elsa Triolet, qui se trouve à Saint-Arnoux. N'est-ce pas? Voilà. Alors, il se trouve que quand je vais dans les classes, ce qui est fréquent, on me demande ce que je fais. Alors ils disent, t'es vieux, t'as des cheveux blancs, ce qui te reste, mais t'as l'air de bouger encore, tu fais quoi? Alors je dis, je suis promeneur professionnel. Alors évidemment, dans la classe, tout le monde lève la main et dit, dame, dame, comment on fait? Évidemment. Et alors, c'est vrai que grâce à mon éditeur, qui était le si cher Jean-Marc Roberts, un jour il est venu et puis il se trouve que j'avais écrit un livre qui marchait bien. Il a dit, t'as vu les chiffres? Oui. Et il a dit la phrase que j'attendais depuis mon enfance. Il m'a dit, à partir de maintenant, tu vas où tu veux, je paye. Donc, il ne m'a plus jamais revu et ce con, il est mort. Je l'aimais, ça continue. J'essaye de savoir où je suis dans notre époque. La première référence évidente, c'est 1455-1457, c'est-à-dire l'imprimerie. La deuxième, et vous allez voir parce qu'il y a plusieurs lieux et plusieurs temps qui sont en même temps et de façon indissociable. La deuxième, c'est 1493. Il se trouve que je navigue et que j'ai raconté l'histoire de Christophe Colomb dans un roman. Il y a à la fois l'ouverture et la fermeture à ce moment-là. Puisque le jour même où Christophe Colomb part, en août 1492, les Juifs sont expulsés d'Espagne, le même jour. Et juste après l'ouverture du monde, représentée par la découverte de l'Amérique, il y a un déferlement de violence encore pire que ce qui s'était passé au siècle précédent. Et il y aura en même temps la Renaissance. Donc, première date 1455, deuxième date 1493, troisième date évidemment 1788, je n'ai pas besoin de m'étendre. Et une autre date qui m'intéresse énormément, il se trouve que par les hasards de la vie et mes manigances personnelles, j'ai été élu à l'Académie française et il se trouve que j'occupe le fauteuil de Pasteur. Donc j'ai travaillé sur Pasteur et j'ai regardé avec un immense intérêt ce qui s'est passé en juillet 1885. Et c'est l'exact inverse de ce que nous voyons aujourd'hui. D'abord parce que, avec des risques inouïs, Pasteur décide de traiter le petit Joseph Meister contre la volonté de l'entièreté de son équipe. Et en même temps, il y a cette incroyable croyance, partagée par tout le monde, par Pasteur et par son équipe, que la science allait régler des tas de choses. Et on est dans une situation absolument inverse aujourd'hui, dans une société qu'on qualifie aux États-Unis, mais aussi chez nous, d'un nom incroyable,
qui est le post-truth. On serait dans une société d'après la vérité. D'après la vérité. Et il y a ce lien, et là on revient à 1455, ce lien incroyable avec le net, puisque c'est évidemment un outil de connaissance inouïe, mais c'est aussi un outil invraisemblable où, comme vous savez, n'importe quelle opinion peut être admise et diffusée, et il y a des opinions qui tuent. Vous savez que dans le domaine du vaccin, la France est le pays qui refuse le plus le vaccin contre toute évidence. Et il y a des opinions qui tuent, la science n'est pas démocratique et il faut tuer les opinions qui tuent. Donc on se trouve, quand vous mêlez tout ça, puisque on peut dire n'importe quoi et on est élu, même si c'est faux, surtout si c'est faux, pour une raison très simple, c'est que, vous savez, tout ce qui est simple est faux, tout ce qui ne l'est pas est inutile. Donc on préfère au fond ce qui est faux plutôt que ce qui n'est pas faux parce que c'est inutile. Donc on est dans une situation complètement folle d'aujourd'hui où on dit n'importe quoi. Et alors ce qui est très très frappant si on fait une petite incursion politique, c'est que beaucoup de Français ont voté pour M. Fillon et les mêmes Français sont absolument contre tout ce que propose M. Fillon. Ce qui est quand même formidable dans le pays des Lumières. Et la gauche, ça serait au moins aussi fou. Donc ça veut dire qu'on a marché sur la tête sur Marc Elbar. Donc tout se passe par la tête quand même, avec une certaine pourriture, je l'appelle. Donc on est dans un monde d'absolue intranquillité, de basculement complet des repères. Et si vous mettez ensemble 1455, l'imprimerie Internet, la mondialisation, c'est-à-dire 1493, 1788 et juillet 1885 inversé, une question vous vient, est-ce qu'on va éviter 1914 ? Pardon de plomber votre matinée. Alors, je voudrais vous donner 3 exemples. Le premier exemple, il se trouve donc, je travaille de plus en plus avec l'Institut Pasteur, je suis passionné par les études de médecine et particulièrement rassuré ce matin en tant qu'hypocondriaque maladif de me trouver à la faculté avec un grand patron de réanimation. Donc, j'ai jamais été aussi tranquille que ce matin. Monsieur le professeur, merci. Tout va bien. Pour l'instant, je n'ai pas de malaise, mais voilà, je sais que si jamais ça me frappe, vous me soignerez très très bien et j'espère pouvoir m'en souvenir pour faire un best-seller, puisque un écrivain est d'abord un recycleur. Ce qui se passe en médecine est quand même, mais vous le savez mieux que moi, mais quand même tout à fait vertigineux. C'est vraiment l'intranquillité absolue. C'est-à-dire qu'on passe de la médecine qui soigne, qui répare, à la médecine qui augmente, on s'arrête où ? Première question. Deuxième question. Regardez un peu dans le domaine de l'énergie que je connais assez bien, qui est très passionnant. Vous aviez, jusqu'à une date assez récente, une situation qui est l'inverse de celle que nous connaissons aujourd'hui en moins de 10 ans. Vous aviez un monopole de gaz et d'électricité qui était produit un peu partout, de la même manière, dans des installations géantes et en se préoccupant pas du tout de l'effet sur l'environnement. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on produit l'énergie de manière très différente selon qu'on a du soleil, de la géothermie, du vent, dans des installations de plus en plus petites et qui respectent l'environnement. C'est-à-dire qu'on est passé du monopole à un éclatement. Et un des éléments de l'hypercentralité française, c'est ça. Il y avait le corps des mines qui tenait tout ça, et maintenant ça explose dans tous les sens. Aucune entreprise ne pouvait rentrer dans le domaine de l'énergie. Maintenant, elles sont légion, et les grands énergéticiens sont très menacés par tout ce qui est en train de se passer. Avec une autre révolution qui change tout, pas seulement dans la technique, mais dans la tête, c'est que
le consommateur est devenu producteur. Et on parle de consommateur parce que si vous mettez des panneaux sur votre logement, vous avez à la fois une réduction de l'espace, puisque vous pouvez très bien avoir une gestion autonome de l'énergie au niveau du quartier, au niveau du bâtiment, au niveau du logement. Ça change absolument tout. Avec des révolutions accélérées, c'est concentré, accéléré, qui sont quand même extrêmement frappantes. Qui aurait pu croire que le symbole même de la propriété et de l'image sexuelle qu'on voulait donner, c'est-à-dire la bagnole, on s'en fout, on veut un service. Et on ne roule pas les mécaniques, le bras un peu ouvert comme ça, en disant « t'as vu comme elle est grosse ». Ça a changé. Donc ça, c'est un bouleversement, une intranquillité qui me ravit. Qui me ravit. Dernier point, dernier exemple. Il se trouve que je vais souvent en Afrique, j'aime avec passion ce qui est en train de se passer, et on voit un développement très important de l'Afrique sur le littoral, et on voit un lieu de crise, parce que de désespoir, au cœur même de l'Afrique, au Sahel. Donc un élément d'intranquillité à venir, inscrit chronique d'une intranquillité majeure annoncée. Quand vous voyez la ville de Bamako, qui est ma deuxième ville, je l'ai connue à 800 000 habitants, elle est à 3 millions, la moitié de la population a moins de 14 ans et demi, sans aucune sorte de perspective pour eux. Donc évidemment, les enfants ou petits-enfants de mes amis maliens disent « j'ai rien, si on me propose une mobilette et 30 € par mois, je fais exactement ce que vous voulez ». Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un monde d'intranquillité absolue, de menaces et d'opportunités en même temps. Parce qu'il se trouve que j'ai participé très étroitement à la COP21 et à la COP22, on voit la prise de conscience. Donc, c'est un autre monde, hyper violent, comme au début du XVIe siècle, mais avec une renaissance à venir dont on ne sait pas ce qu'elle va donner. Et je dois dire qu'à titre tout à fait personnel, étant donné le luxe de ma situation, cette intranquillité-là me passionne. Parce que j'ai vécu le début de ma jeunesse, dans ces années 60, tellement chiante, avec une musique nulle, à part les Beatles, que pour arrêter de se faire chier, on a fait mai 68. Mais c'était d'un ennui terrible. La preuve, il y avait une littérature qui était le nouveau roman. Et alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis extrêmement frappé par l'expérience des êtres humains qui pensent que ce qu'ils ont vécu va durer toujours. Et moi, je pensais ça jusqu'à ce que j'arrive dans ma petite île de Bréa, où brutalement, entre marée haute et marée basse, je ne voyais même pas les saisons à Paris, et dans cette île magique, il y avait une différence entre marée haute et marée basse de 11 mètres. C'est-à-dire, c'était à la fois éphémère et cyclique. Et là, mais très vite, ça m'est rentré dans la tête que l'instabilité était bien plus que la stabilité, la loi de la vie. Vous me direz, ça valait mieux, étant donné les infidélités de mon père vis-à-vis de ma mère. Et c'était ce point-là. Ce qui veut dire que ce qui est très intéressant, et là je parle sous le contrôle de mon maître en vie, Gilles Boeuf, l'ancien patron, toujours patron de tout, mais du Muséum d'histoire naturelle, c'est que tout a commencé par l'océan. Est-ce qu'on ne reviendrait pas à l'océan? Et quand vous voyez ce qui est en train de se passer avec le Vendée Globe, moi, c'est l'allégorie de ce que nous sommes en train de vivre. Très haute technologie, on s'affronte aux éléments les plus essentiels. Avec une très belle phrase, quand les bateaux s'en vont, ils sont accompagnés jusqu'à l'extrême pointe de la Terre, le long de la digue, par des centaines de millions de gens qui leur disent leur admiration. Et toujours, il y a une grande banderole avec un jeu de mots. Et cette année, c'était « All we need is globe ».
Et ce que je voulais vous dire, c'est que la vie, par définition, est intranquille. Donc, quand on aime la vie, on aime la tranquillité. Merci la vie. Merci Éric Orsena. Vous pourrez retrouver, je dirais, à la librairie une partie de sa grande littérature, du prix Goncourt jusqu'au tout dernier, L'origine de nos amours. Intranquillité assurée, bien entendu.